Quelque chose qui fait partie de toutes les réalités des nouveaux parents, c'est de prendre un congé. Un congé de maternité. Congé? Oui, ouais. c'est ça. Moi, là, c'est vrai que le mot congé, ça n'a pas rapport. Oui, pour vrai. En anglais, on dit maternity leave, comme je quitte le travail. Ouais. Je trouve que c'est déjà plus représentatif. Le mot congé est un petit peu... péjoratif, à la limite. Bonjour et bienvenue à l'Addition familiale, une série présentée par Banque Nationale où on ose se poser la fameuse question, combien ça coûte avoir un enfant, mais surtout où l'on soutient pour faire face à ce poids financier inévitable qui vient avec le fait d'avoir une marmaille. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les 2 premières années de vie de notre bébé. C'est une période où tout change beaucoup, rapidement, de la taille des vêtements à notre compte en banque. Et parfois aussi, ça amène de grands bouleversements de vie, comme un déménagement, quand on se rend compte que notre loft artsy n'est pas nécessairement approprié là, pour élever un bambin. Alors, il faut s'adapter constamment. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le grand bonheur de recevoir Cassandra Bouchard. Allô? Créatrice de contenu, maman de Ouais. Ozzy, qui a maintenant 2 ans. Exactement. Merci d'être là. Ben là, merci de m'avoir invitée. Et je suis donc bien contente qu'on se revoie. Là. Ben moi aussi. C'est un plaisir partagé. Et on a également Béatrice Bernard-Poulain. Bienvenue, Béatrice. Merci. Béatrice, tu es experte en finances personnelles. Tu es également autrice et maman d'une petite fille, petite, là. 9 mois. Donc, c'est ça. Tu vis tous les défis dont je viens de parler. Donc, merci d'apporter ton expertise, mais aussi ton expérience de maman dans cette conversation. Cassandra, la dernière fois que je t'ai vue, tu étais enceinte de ta première fille, Ouais. Ozzy. Ta fille a 2 ans maintenant. Comment ça se passe, ta vie de mère? Mettons qu'on se serait vu le 3 mois, ma réponse aurait peut-être été différente. Tu sais, je veux dire, ça évolue. Oui, ça change en vite. fait, de jour en jour, ça évolue. D'heure tu sais. en heure, parfois. Mais là, ça va super bien, honnêtement. Je trouve que le 2 ans, c'est vraiment une belle étape. Sauf qu'elle commence à me dire pourquoi à tout. Puis sinon, elle est aussi dans sa phase où est-ce qu'elle commence à rouspéter, là. Puis, tu sais, à être un peu intelligente, puis un peu. J'espère qu'elle écoutera pas ça. Elle va l'écouter plus tard. Elle va l'écouter plus tard. Mais là, en ce moment, c'est quand même une vraiment belle phase. Béatrice, toi, tu es encore vraiment dans cette grande transformation. En ce moment, toi aussi, tu vis de grands bouleversements. Qu'est-ce que tu trouves le plus challengeant dans... Bien, en ce moment, ma fille ne dort pas beaucoup. Alors, le manque de sommeil est vraiment présent tous les jours dans ma vie. Nous compatissons toutes et tous. Mais je pense que le changement d'identité, Ouais. je suis devenue une mère. Fin. Avant, j'avais l'impression, j'avais des hobbies, j'avais des amis, j'avais plein de choses, j'avais une carrière. Et ça, je trouve ça assez difficile, challengeant, justement, de perdre un peu mes identités pré-grossesse. Quand ma fille va recommencer la garderie, là, tu sais, tout ça s'en vient. J'ai l'impression que tout va se replacer un petit peu, mais en ce moment, je cherche un petit peu aussi qu'est-ce que je veux faire comme carrière. Est-ce que je veux continuer exactement ce que je faisais avant? Est-ce que je veux modifier? On dirait que je me pose plein de questions que je me suis jamais posées avant, qui arrivent soudainement dans ma vie. Moi, je suis vraiment plus la même. Il y a plein de choses qui ont changé. Mon style vestimentaire, tu sais, de naviguer puis d'accepter aussi qu'on est dans une phase, dans une crise identitaire, tu sais. Puis parmi les bouleversements aussi qui sont un peu plus concrets dans la vie physique, parce que c'est très, très profond, là, le changement identitaire, mais il y a aussi, et je pense que toutes les trois on a ça en commun, il y a parfois un déménagement. Quand on apprend qu'on va avoir un premier enfant, on se rend compte que nos circonstances sont peut-être pas nécessairement adaptées à ce qu'on pensait vivre pour notre famille. Donc, les deux, vous l'avez vécu. Comment ça s'est passé, toi, Cassandra? Mais moi, ça faisait des années que je me disais, j'aimerais vraiment ça acheter, tu sais, une maison ou un condo, mais je trouvais que c'était tellement stressant comme achat pour plein de raisons. Puis là, ça faisait que augmenter les prix, puis ça me stressait vraiment. Mais les circonstances ont fait que je tombais enceinte, puis l'appartement où est-ce qu'on habitait, il y avait plein de moisissures. Puis pour mes poumons d'adulte, peut-être que ça marchait, mais pour des petits poumons d'enfant, ça fonctionnait pas. Fait que je me suis dit, c'est un signe. Je vais, tu sais, tant qu'à déménager dans un nouvel appartement, c'est peut-être le signe qu'on attendait pour comme vraiment s'installer puis se trouver vraiment une maison. Finalement, on a acheté pas à Montréal parce qu'évidemment, c'est quand même dispendieux. Ça reste que c'est quand même stressant comme achat. Tu sais, c'est le plus gros achat de ma vie. Tu sais, de vivre ça enceinte, c'est une bonne décision, c'est la bonne maison, c'est ça. Mais finalement, là, avec du recul, ça fait 2 ans, tu sais, que j'ai vécu tout ça, puis c'était tellement la meilleure décision que je pouvais prendre pour moi, pour ma famille. On est vraiment bien. Puis on s'est vraiment entouré de personnes ressources aussi, des professionnels là-dedans, qui ont vraiment fait une différence. Puis au final, j'ai trouvé ça vraiment moins pire que j'aurais pensé, acheter une maison. Ah ouais. Ouais.
Moi, ça a été pire que je pensais. Arrête! Ah oui? Nous sommes toutes oui. Oui, raconte-nous. Nous, avec le notaire avec qui on a fait affaire, je pense que c'est spécifique à cette personne-là, mais il n'était pas justement à l'affût. Je crois qu'on était des premiers acheteurs. Alors, il nous donnait des informations au compte-gouttes à la dernière minute. Puis moi, j'étais enceinte de 8 mois quand on a acheté, déménagé. Là. Donc, le stress, il était là. Fait que les informations au compte-gouttes, de savoir la journée même que je dois faire un transfert bancaire, puis qu'il y a une limite, puis que ma date limite, c'est comme dans 2 jours. Moi, j'étais dans un stress immense. Puis je pense aussi que mon corps pouvait pas en prendre tant que ça. Mais non, c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très difficile. Puis aussi, j'ai trouvé ça difficile sur l'ego, quand on a fait le déménagement comme tel, de ne pas pouvoir De servir à rien. De servir absolument à rien. C'est vrai. D'être la personne qui dit oui dans cette pièce-là. Dans cette pièce-là. Ah, moi, je l'ai pas vécu de même. Moi, ça m'a tellement fait du bien de servir à rien. Moi aussi, c'est fun. Je me sentais comme une déesse. Moi, j'étais genre, faites-moi les ongles en même temps, les petits raisins. Ouais. Mais je comprends. C'est sûr que ça peut vraiment être stressant. Puis c'est sûr, c'est poche, là. Tu te sens vraiment inutile. Puis quand on déménage aussi, premier achat, il y a souvent, on pense à la mise de fonds, on pense à l'hypothèque, mais c'est qu'il y a beaucoup d'autres frais, hein. Puis on le sait pas nécessairement quand c'est notre premier achat. Ou on le sous-estime, Ou on le sous-estime. Parce que moi, je sais que j'avais lu, là, il faut 2 à 3 % du prix. OK, c'est bon. C'est 2 à 3 % du prix d'achat de la maison, dans le fond, qu'il faut prévoir en frais pour, par exemple, le notaire, le déménagement, la peinture de la maison, toutes les dépenses qu'on va faire qui sont des frais irrécupérables. Toutes la les taxe dépenses, de mutation. La taxe... Moi, j'ai même une taxe d'eau. Moi, j'étais pas au courant que ça existait, là. Ah, moi, j'ai pas de taxe d'eau. Mais Moi, j'ai une taxe d'eau. Puis il y a aussi rembourser les taxes aux anciens propriétaires qu'il faut faire au notaire. C'est vrai. Après ça, il faut payer nos propres taxes municipales, nos taxes scolaires, tout ça. T'sais, ça s'accumule vite. Puis c'est des gros montants, là. Déjà qu'on a mis la mise de fonds, un gros montant de côté, on commence à payer l'hypothèque. Mais nous, on a calculé que c'était plus de 10 000 $ qu'on avait dépensé en frais irrécupérables à l'intérieur de comme 3 semaines. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Puis je pense qu'on le sous-estime parce qu'on est comme « Ah, j'ai ma mise de fonds, je suis prête à acheter une maison. » Mais non, pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on fait? On prévoit, on met ça dans un compte, on épargne en avance? Comment Mais là, on c'est sûr s'organise? qu'il y a le CELIAP, qui est un super beau véhicule qui existe depuis quelques années, qui permet d'épargner spécifiquement pour l'achat d'une première maison. Mais vraiment, la meilleure chose à faire, ce que je dis toujours, c'est d'aller chercher des conseils professionnels. Parce qu'on peut se renseigner, on peut aller chercher des conseils dans des capsules comme celle-ci, sur Internet, dans des livres, mais ça va être des conseils qui vont nous permettre d'être mieux éduqués, d'être en confiance. Puis après ça, on va aller ouvrir nos livres à un conseiller financier. On va dire, voici ma situation, j'ai entendu dire que ça, qu'est-ce que vous en pensez? Puis la personne va pouvoir conseiller selon notre situation financière. C'est super important de prendre des décisions selon notre réalité. On peut voir quelqu'un sur Internet qui dit « Ah, le CELIAP, c'est fabuleux, mais pour X, Y, Z raison, nous, on serait mieux de mettre l'argent dans un CELI. » Donc, c'est important d'avoir des conseils de professionnels qui vont regarder notre situation et nous donner les conseils les plus avantageux. Oui. Avoir une littératie financière, s'éduquer, se renseigner, c'est vraiment un gros morceau, mais effectivement, après ça, il faut aller s'asseoir avec nos spécificités, là. Mais quelque chose qui fait partie de toutes les réalités des nouveaux parents, c'est de prendre un congé. Un congé de maternité. Congé. Oui, c'est ça. Moi, là, C'est vrai que le mot congé, ça n'a pas rapport. Oui, pour vrai. En anglais, on dit maternity leave, comme je quitte le travail pour... je trouve que c'est déjà plus représentatif. Le mot congé est un petit peu... Péjoratif, à la limite. péjoratif. Mais je suis comme... C'est de la congé, moi, là. C'est pas de la vraie représentation. Ben non. On n'est pas en congé. Ben non. En tout cas, avant de changer le monde. Ça, c'est le premier débat. Ça, c'est le premier débat. C'est réglé. C'est dit. Ça devrait pas s'appeler un congé de maternité. Voilà. Mais bref, quand on prend notre congé de maternité aussi, ben ça vient avec nécessairement une baisse de revenus, malheureusement. Comment est-ce qu'on navigue cette période-là qui est associée à justement ne pas générer autant de revenus qu'avant? C'est sûr que l'idéal, c'est de prévoir le coût et de mettre des sous de côté à C'est tout le temps l'avance. ça le conseil. Mais Prévoyez le non, mais la réalité, c'est justement c'est que c'est pas toujours Si t'as 18 ans et possible. tu écoutes, c'est le temps d'économiser. Mais c'est ça, c'est que si t'as 18 ans, t'as zéro idée que... Eh non, moi, je voulais même pas d'enfant. Ben, c'est ça. Hey. Fait que dans la réalité, tu sais, c'est bien beau, justement, faut le dire, économiser, prévoir le coût. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de marketing lié à la petite enfance qui nous font croire que d'avoir un enfant la première année va nous coûter 25 000 $. Mais moi, dans la réalité, je pense que j'ai reçu plus de dons, j'ai acheté plus de choses de seconde main que je n'ai acheté de choses neuves. La baisse de revenus, c'est sûr que ça va pas régler tout, mais c'est se poser les questions, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout acheter ce qu'on nous dit qu'on a besoin d'acheter pour notre enfant? Parce que la réponse, c'est vraiment non. Puis c'est aussi de voir cette baisse de revenus-là, si tu es salarié ou si tu es travailleur autonome, c'est calculé différemment. Moi, je suis travailleuse autonome, donc c'était calculé sur ma dernière année de revenus. Donc ça, il faut le prendre en considération parce que c'est des montants qui vont changer de personne à personne, puis tu as
les durées de congés aussi qui vont affecter le paiement que tu vas recevoir. Donc, il faut vraiment faire des calculs. C'est super plate, mais il faut faire un budget. Il faut essayer de voir c'est quoi la baisse de revenus puis de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir parce qu'on va avoir des frais qui vont continuer à arriver. Faut pas oublier quand même qu'en plus du RQAP, il y a des subventions au niveau fédéral qu'on va recevoir. Il y a des subventions gouvernementales qu'on va recevoir. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ça donne vraiment un bon coup de main parce que plus nos revenus sont petits, plus grandes les subventions sont. La seule chose, moi, je me suis fait prendre, je pense que c'est très spécifique à notre situation. On n'était pas conjoints de fait au moment de la naissance de notre enfant parce que ça ne faisait pas 12 mois qu'on habitait ensemble légalement avec la même adresse. Donc, on a oublié de faire notre changement de statut sur le site du gouvernement. Donc, on a reçu les subventions comme mère célibataire. Donc, on a dû rembourser le gouvernement quelques mois plus tard. Ça fait mal. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Fait que je le mentionne toujours aux gens. Avez-vous changé votre statut pour conjoint de fait? Oui, c'est un bon conseil. Et toi, Cassandra, comment tu l'as vécu, justement, cette baisse de revenus? Est-ce que c'était très anxiogène? Étais-tu très stressée ou t'es comme... Tu surfais la vague? Je suis pas une personne stressée dans la vie. Mais on dirait, moi, ça m'a fait prendre conscience de la réalité des gens parce que je gagne très bien ma vie. Puis avec, mettons, le salaire de la RQAP, ça topait vraiment pas mon salaire que je fais dans la vie. Mais tu sais, c'est le maximum que tu peux avoir. Là. Fait que c'est quand même bon. Là. Mm-hmm. Puis j'arrivais à vivre là, tout juste. Là. Tu sais, je pouvais pas mettre des sous de côté, j'arrivais pas à payer mes impôts. Fait que ouais, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point que c'était vraiment cher, un enfant. Là. Puis ma fille, elle avait beaucoup de problèmes de lait. Là, fait qu'elle s'est ramassée à prendre, évidemment, le lait le plus fancy. Fait que ça me coûtait environ 400 $ par mois juste pour son lait. C'est ça aussi, là, tu sais, de voir l'étendue des nouvelles dépenses. Puis même si on y va seconde main, même si on se fait donner beaucoup de choses, des fois, il faut changer de véhicule parce qu'on n'habite pas justement à Montréal, puis il y a besoin d'avoir un véhicule. Ou tu sais, peu importe quand on a des dépenses comme ça qui sont un peu inévitables avec l'arrivée d'un enfant, comment est-ce qu'on peut se garder la tête hors de l'eau puis avoir une certaine forme de résilience financière? C'est pas magique. Ouais. C'est pas sexy, mais il faut faire un budget. Il faut regarder les vrais chiffres face à face. Puis un budget, là, c'est... Souvent, les gens ont peur. Puis je fais la première. Je pense que j'ai fait un premier budget à genre 25 ans parce que j'étais comme... un budget, pas besoin, ça va être plate, ça va être long, ça va être compliqué. Mais dans le fond, c'est de regarder combien d'argent rentre et d'estimer combien d'argent va sortir et s'assurer qu'au minimum, tu arrives flush. Dans un monde idéal, tu peux justement mettre de l'argent de côté, surtout quand on est travailleuse autonome, il faut prévoir les taxes, les impôts, toutes les responsabilités qui viennent avec, mais de s'assurer qu'on a assez d'argent. Puis après ça, si on voit que ça n'arrive pas, bien, c'est de se poser des questions sur les dépenses qui nous apportent aucun bonheur. Là, donc, c'est de dire, OK, présentement, on a 2 voitures. Est-ce qu'on a besoin de 2 voitures ou on peut s'en libérer d'une? Présentement, on a 26 abonnements entre la télé, la musique, le ci, le ça. Est-ce qu'on peut couper quelques-uns de ces abonnements-là? On va souvent au resto, puis ça, moi, c'est quelque chose qui a augmenté dans mes dépenses. J'allais jamais au resto, je faisais toujours des repas maison. Mais là, j'ai plus l'énergie pour le faire, alors j'ai dû réajuster mon budget pour me donner le droit de, acheter du prêt-à-manger, ce que j'achetais jamais, aller à la pizzeria du coin pour m'acheter une pizza un vendredi soir parce que, c'est ça la vie. Donc, on réorganise nos catégories budgétaires, puis on sait que c'est pas nécessairement pour la vie, mais en ce moment-ci, dans cette saison-là de notre vie, c'est ça qu'on a besoin. Et de justement voir c'est quoi la répartition aussi entre les deux. Est-ce qu'avant, on faisait tout 50-50, mais là, moi, je suis rendue à 55 % de mon salaire, donc peut-être qu'il faut que mon conjoint contribue un petit peu plus. Ça va être de discuter à deux puis de voir selon notre situation comment on devrait répartir les dépenses. Je pense que c'est une question qui est quand même délicate, puis en même temps, je pense que c'est vraiment important de l'aborder parce que, en tout cas, moi, j'ai grandi avec cette volonté-là de séparer 50-50. C'est la fameuse équité dans le couple parce que j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère dépendre de leur conjoint, tu sais, puis pas travailler, puis un petit peu d'être dans une relation où il y a une dynamique de pouvoir au niveau financier, puis c'est vraiment important de le nommer. Puis en même temps, je pense que de m'être mis cette pression-là de continuer 50-50 alors que mon revenu venait de faire puis que mon conjoint pouvait continuer à travailler, il y a quelque chose quand même où il faut s'avouer que c'est pas ça l'équité, finalement. Non, l'équité, c'est pas 50-50. C'est bien dit, là, comme tu l'as dit, c'est pas pour toujours non plus, là. Ouais. C'est une période, tu sais. Ouais. Moi, c'est le contraire. Je t'écoutais, puis moi, avant, là, tu sais, quand j'habitais à Montréal, j'allais tout le temps dans les restos, je faisais 1001 activités de date avec mon chum, puis moi, tu vois, ça m'a donné un lousse parce que je vais plus au resto, je vais plus en date avec mon chum. Nous, on n'a pas accès à nos parents, fait qu'on n'a pas de grands-parents qui peuvent venir garder. Fait que
Fait que oui, on dirait qu'on vit Mais les c'est ça, choses on voit full à l'inverse, c'est drôle. Mais c'est justement, Oui. c'est ça qui prouve qu'il n'y a pas une expérience universelle. Puis justement, souvent, c'est ce qu'on met dans la tête. C'est comme ça que ça va se dérouler, c'est comme ça que ça se passe. Puis dans la vérité, justement, on est deux personnes relativement du même âge. On est déménagé de Montréal pour aller en banlieue. On a vraiment on a comme quand même la même idée, puis ça se passe totalement différemment. Fait que je pense que ça prouve vraiment qu'on peut se faire une idée, mais la réalité, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Puis à un moment donné, ben faut accepter aussi ce qui se passe. Puis c'est tellement correct si toi tu dis avant je cuisinais full puis là hey you know what j'ai pas l'énergie puis tu l'acceptes sans culpabiliser tu sais comme je m'en vais me chercher une pizza moi ça. Ouais, mais il y a quand même une petite culpabilité. Tu sais quand tu parlais de ta culpabilité mais justement il y en a un petit peu parce que je suis capable d'en faire une pizza là. Je veux dire, ça prend 5 minutes de faire de la pâte à pizza. Là, tu fais tout. T'as dormi 3 heures Des fois, c'est le petit truc là. de trop, genre, de ta journée. Puis ça va te faire plaisir d'aller chercher ta pizza. Tu sais, t'es comme, je la mérite. Est-ce que tu le calcules-tu dans ton budget? Le budget, j'ai plus l'espace mental pour cuisiner. Il faudrait qu'il y ait il y a une catégorie variable, mais il faudrait que je mette vraiment une catégorie espace mental. Oui. Charge mentale. C'est tellement important, c'est vrai. De se soulager un peu la charge mentale. De se soulager la charge mentale quand on est arrivé au bout. Ouais. Puis là, à un moment donné, là, quand le fameux congé se termine et qu'on retourne au travail, il y a de grands frais aussi qui sont associés à tout ça, quand on commence à faire garder notre enfant, les frais de garderie. Alors, selon Statistique Canada, là, en 2023, les parents canadiens ont déboursé en moyenne 544 $ par mois. Ça équivaut à peu près à 6 500 $ par année pour un enfant. C'est ça, imagine, t'en as 5. Quand ça devient une marmaille, là. Ben oui. Vous, comment ça s'est passé, la recherche de garderie, les frais associés? Est-ce que votre fille se fait garder? Oui. Comment ça se passe? Oui, elle va à la garderie. Mais honnêtement, ça se passe quand même bien. C'est moi qui paye la garderie, là. Puis au début, elle a été dans un milieu familial. Quand même tôt, là. Je pense que moi, j'ai recommencé à travailler après 6 mois, mais de temps partiel. Justement, j'ai la chance de faire un métier un peu atypique qui fait que je peux choisir mes horaires. Fait que, au début, je m'en mettais vraiment moins sur les épaules. Ma fille, elle allait à la garderie 3 jours par semaine. Puis avec mes 2 journées, j'arrivais à faire les campagnes que j'avais acceptées. Mais c'est ça. Là, finalement, elle va dans un milieu privé. Ça va super bien aussi. Fait que moi, j'ai vraiment eu une belle expérience avec les garderies en toute franchise. Ça va vraiment bien. Moi, je commence, là. On est là-dedans en ce moment de chercher une garderie. On s'enligne vers un milieu familial pour la proximité avec la maison. C'est un milieu subventionné, donc c'est sûr que sur le budget, ça va être très, très mieux d'avoir quelque chose qui coûte 9,35 $ la journée. Même s'il y a des options, là, si jamais on devait aller en milieu privé, il y a des crédits d'impôt puis tout ça. Mais nous, c'est sûr qu'on cherchait plus quelque chose de subventionné. Quand on a vu qu'il y avait une garderie à côté de la maison, qu'il y avait une place, on se croise les doigts. Alors, on est vraiment là-dedans. On a une rencontre vendredi pour confirmer si on a la place, oui ou non. Puis à voir, c'est ça, si on reste dans un milieu familial à long terme ou si éventuellement on va vouloir aller dans un CPE pour la gestion des congés. Puis tout ça, c'est d'autres choses aussi à prendre en considération, de voir les plus et les moins de chacune des options. Mais nous, on l'a encore jamais vraiment fait garder avec la petite gardienne du coin, là. Ça, on dirait que je suis pas rendue là. Les grands-parents l'ont gardé, mais c'est tout. Moi, je dois avouer que j'ai eu de la misère à faire garder ma fille. On dirait que pour la faire garder pour le travail, pour générer du revenu, je trouvais que ça avait bien du sens, mais j'avais de la difficulté à m'octroyer le droit de la faire garder pour mon bon plaisir, tu sais, pour vivre des moments de qualité en couple, vivre des choses pour moi. Mais t'avais-tu tes parents, vos parents proches ou non? Oui et non. Mes parents, moi, non. Mon père a dit, lui a dit, je vais pouvoir la garder lorsqu'elle sera propre. C'était sa condition. Mon beau-père aussi, c'est ça. Il veut pas changer sa couche. Moi, j'arrête pas de le dire. Je suis comme, tant que tu changes pas sa couche, t'es pas officiellement le grand-père. Je suis comme, tu peux pas juste faire ce que tu veux, là. Il mérite pas sa badge. C'est pendant qu'ils changeaient pas l'un des couches, ça, non, des je pense sûrement pas. Mais non. Mais mon beau-père, il m'a dit qu'il n'a jamais changé une couche. C'est gênant. Je trouve ça gênant. Moi, j'aurais honte. Non, mais je comprends. Mais tu sais, c'est une autre génération. Oui, tout ça. Fait que mon père, c'était comme, c'était pas une ressource qui était disponible. Mais ta fille est propre, je pense. Oui, ma fille, à 7 ans, elle est rendue propre. Oui. Mais tu sais, au départ, c'est ça qui était dur pour moi, on dirait, je sais pas, de dépenser de l'argent pour me faire vivre un petit moment de plaisir. Tu sais, vous comprenez? Comme, je trouvais ça dur. Puis surtout, je savais pas combien payer la gardienne. C'est comme un grand débat dans notre group chat. Là. Est-ce qu'on paye la gardienne salaire minimum ou est-ce que c'est plus? Est-ce que ça peut être moins parce qu'elle a 11 ans et demi? C'est surtout qu'il me semble, dans notre temps, quand on était les gardiennes du quartier, on était payé comme 4 $ de l'heure, quelque chose comme ça. Moi, c'était 2,50 $. Tu vois, je suis plus âgée. Là. Ou sinon, je négociais pas bien mes affaires. 2,50 $. C'est fou. Moi, j'étais genre quasiment payé moi pas, mais je prenais leur Internet, genre.
J'étais comme... J'avais pas d'Internet chez nous, puis je trouvais ça vraiment cool. Je me rappelle. J'adore. J'étais vraiment une gardienne compétente. J'étais juste sur Internet. Mais pourquoi, moi, je me rappelle pas, j'étais payée combien, mais j'étais allée poser la question sur ma page Facebook à ma communauté parce que, justement, j'ai pas commencé à faire garder ma fille, elle a seulement 9 mois. Et les réponses étaient tellement variées. Ça allait de 7 de l'heure à 30 de l'heure. Puis ça variait selon une variété de facteurs auxquels je n'aurais jamais pensé. Le nombre d'enfants, les responsabilités de la gardienne. Il peut y avoir des prix forfaitaires pour une soirée. Donc, c'est vraiment comme Ça a hyper pas de bon sens. compliqué Après maintenant. 21 heures, c'est temps et demi. Oui, c'est ça. Ben oui. Mais Ah, oui, ça a effectivement, Moi, je si dirais, prends mon Wi-Fi. C'est ça Mais- ta paix. C'est ça, ta paye. Je pense pas que ça passe. Puis Non, le c'est pire, ça. Aujourd'hui, c'est plus cool. c'était de voir les gens se commenter entre eux, justement, de, ben, voyons que tu vas payer une personne 10 de l'heure, elle va s'occuper de tes enfants, puis tout ça. Les gens étaient passionnés de ce sujet-là. De ce que j'ai compris dans les cours de gardienne avertie, ça se donne encore, ces cours-là, apparemment. Ils suggèrent entre 7 et 10 mais vraiment, là, ça semble dépendre aussi de la ville dans laquelle les gens habitent. Mais voyons Les donc. gens vont payer plus cher en ville qu'en région, de ce que j'ai vu. Oh mon Dieu, je pensais simplifier tout ça puis trouver la solution. Finalement, je me rends juste compte que c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je pense? Mais l'idéal, bref, c'est d'avoir des grands-parents disponibles Ben oui. à proximité ou Ça, des c'est amis sûr. ou des gens qui peuvent aider. Moi, j'avoue là, que mon réflexe, puis là, je suis peut-être cheap, là, mais j'étais en train de souper, là, puis je sentais juste le compteur. Je suis comme, est-ce que je m'amuse à la hauteur de 15 de l'heure en ce moment? Est-ce que ça vaut? Mais non, c'est tellement le fun, là, puis blablabla. Mais c'est vrai, tu sais, c'est parce que ça coûte tellement cher, une date. Tu sais, mettons, tu te dis, bon, là, je m'en vais à Oshiaga. Mais c'est comme ça t'a coûté Oshiaga plus ta gardienne. Ouais. Plus, genre, finalement, t'es comme, je vais prendre un petit drink à 50 $. Tu sais, c'est comme ça finit plus, genre. Ouais. Puis là, t'as tellement pas souvent de dates que quand t'en as, tu te dis, je vais pas, genre, aller au McDo, tu sais. Non, c'est ça, tu veux en profiter, fait Ben que là, ça oui. coûte plus cher. Mais moi, je suis dans la même catégorie qu'on dirait que je suis comme, ben non, ça vaut pas la peine. On va en profiter plus tard. Ouais. Parlant de date et parlant aussi des petits bonheurs de la vie, ben à un moment donné, cette vie va terminer. C'est le pire. C'est la pire liaison que j'ai faite. Mais voyons donc, Mais c'est parce qu'il faut parler de testament dans la vie, puis il n'y a jamais de bon moment, on Ok, dirait, pour c'est là parler que de tu t'en ça. vas. C'est là où je m'en vais. Mon Non, Dieu. mais moi, j'avais pas pensé à ça. Je pensais que j'allais jamais mourir. Mais quand j'ai eu un enfant, j'ai fait, hey, un jour, je vais mourir, puis cet enfant va probablement continuer à vivre. On lui souhaite. Mais là, j'étais comme, comment on gère ça, tu sais? Puis là, je commence à avoir ces pensées d'adulte responsable. Puis après ça, penser aux assurances-vie. Puis on n'y pense pas non plus dans la frénésie de la première, deuxième année de vie de notre enfant à faire ce genre de choses-là d'adulte responsable. Mais il y a vraiment des implications concrètes, puis c'est vraiment important. Puis je sais que c'est pas sexy, puis je sais que je l'ai apporté de la pire façon du monde en parlant de mort. Mais de se dire juste comme, OK, il va falloir aussi que je prenne ces responsabilités-là. Les as-tu prises? Et pourquoi c'est important de les prendre? Fin de ma question, j'arrête de parler. Moi, j'ai eu la chance. Quand j'avais 17 ans, je sortais avec un gars qui a décidé de travailler 3 mois comme conseiller financier. Moi, j'étais sa seule cliente, genre. Fait qu'il m'a tout vendu. J'ai pris une assurance vie, une assurance maladie. Wow. Du haut de mes 18 ans, genre. Quand même. Comme qui prend ça? Je me trouve tellement... Je me trouve intelligente, mais en même temps, le mérite ne me revient pas à moi. D'avoir ça qui me protège, puis d'avoir pris une assurance quand j'avais 18 ans qui me coûte vraiment pas cher, tu sais, qui me coûterait probablement 3 fois le prix aujourd'hui si je la prenais, Ouais. qui donne de l'argent à ma fille si je meurs pour pas la laisser sans le sou. Puis au niveau du testament, est-ce que vous avez eu cette... J'ai encore pas fait mon testament. Ok. J'en ai un peu honte. Parce que je sais que c'est vraiment important. Puis justement, quand on a acheté la maison, on a rencontré un notaire qui nous a dit, tu sais, hey, voulez-vous, tu sais, faire un testament tant qu'à y être? J'ai un spécial 2 pour 1. Genre. Puis je sais pas, on dirait que moi, dans ma tête, j'étais comme, ah, c'est pas important. Puis là, je réalise à quel point que c'est important parce que, tu sais, en ce moment, si je décédais, ça serait pas un scénario idéal pour mon copain. Puis dans un monde idéal, je dirais que ça soit vraiment idéal pour mon copain. Ouais. Pour ma famille, en fait. Parce que c'est ça, c'est quand il y a une inégalité au niveau des revenus dans un couple, c'est là que ça devient doublement important pour pas pénaliser la personne qui a moins de Ben oui. revenus. Ouais. Puis c'est la même chose dans mon couple, on fait pas le même salaire, puis on n'a pas plus fait notre testament parce que justement, ben on est un peu overwhelmed par toutes les choses qu'on a à Ouais. faire dans la première année de vie. Ok. Ça, c'est une chose que moi qui m'a vraiment sauvé un stress, c'est de trouver une conseillère en qui j'ai confiance, puis de lui dire, OK, voici mes dossiers, qu'est-ce qui m'avantagerait. C'est un peu pour ça que je fais pas le testament, le notaire, parce que j'ai pas cet accompagnement vraiment fabuleux que j'ai eu pour mes assurances. Donc, on dirait que ça m'intimide plus, mais je le sais qu'il faut le faire. Mais je me dis, au moins, on a cette assurance-vie-là. Il faut bien choisir le bénéficiaire, justement, pour essayer de régler cette idée de qu'est-ce qui va arriver, parce que quand t'es conjoint de fait, c'est sûr qu'il y a l'union parentale qui vient de rentrer en... Ça, c'est une nouvelle loi, là. La loi Ouais. sur l'union parentale.
Ça fait Mais quoi, en fait? c'est Ça pas nous... rentré en vigueur encore, non? Ça rentre en vigueur cet été. Ah, OK, OK. Si je me rappelle bien. Là, j'ai pas la date exacte en tête, mais l'idée, c'est que ça protège les conjoints de fait qui ont des enfants à partir de la date donnée. Donc, nous, notre enfant est né avant, donc on n'est pas automatiquement entré dans cette union-là, mais on peut aller voir justement le notaire en même temps qu'on va faire notre testament puis dire on désire s'inscrire à l'union parentale. Puis justement, ça fait que si demain matin je décède, oui, mon chum, il va avoir une assurance vie, mais mon héritage potentiel, il va présentement à ma fille, mais là, il va aller, je pense, c'est 1/3, 2/3. Donc, c'est pas juste à ma fille, parce que là, ça va rééquilibrer le tout pour justement éviter qu'il y ait des inégalités financières dans le couple. Puis c'est pour protéger surtout la personne qui va s'appauvrir pour avoir des enfants. Ben oui. Donc, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, c'est super important de le savoir parce que justement, c'est automatique maintenant. Donc, si quelqu'un veut s'en soustraire, il faut aussi aller voir le notaire. Fait qu'on s'en sort pas qu'il faut aller voir un notaire, il faut se renseigner. Puis il faut faire ces choses-là, comme on est deux à pas l'avoir fait le testament, mais comme On devrait se faire une date. faut le faire. Oui, c'est ça. Puis au niveau du R3E, le REE, là, le régime d'épargne-études enregistré, qui est un fabuleux véhicule là, pour l'épargne, puis pour nos enfants, pour leur futur. À quel âge on commence ça? Comment est-ce qu'on gère ça? Puis toi, est-ce que tu en as ouvert un pour ta fille? Ouais. Hey, moi, je savais pas que ça existait. Puis là, c'est sûr que j'ai un bon conseiller financier, qui est pas mon ex d'ailleurs. Je tiens à le mentionner, là, ça serait tellement bizarre. Ça fait des années qu'il me suit juste dans mes finances. Genre. Mais ouais, j'ai un bon conseiller financier qui m'a parlé de ça avant la naissance de ma fille. C'est tellement magique, c'est tellement une belle opportunité d'épargne pour ton enfant. Puis dans le fond, tu peux mettre 200 $. Ben en fait, tu peux mettre le montant que tu veux, mais c'est maximum 200 $ que Pour avoir les subventions maximales, pour les subventions. Si mon souvenir est bon, c'est 2 500 $ par année pour avoir les subventions maximales. Puis après, il va y avoir des bonifications si tu es à plus faible revenu. OK. Donc, sinon, il y a des montants. Puis c'est le gouvernement qui va remettre jusqu'à 30 %. C'est ça, c'est 30 %. Mais il y a des montants maximaux. Oui. Fait que c'est ton 200 $, je pense que c'est 250 pour un des paliers du gouvernement. Donc, il y a des montants maximums qui vont être remis sur une année. Mais c'est vraiment une épargne forcée pour le parent parce que le parent conserve les sous qu'il a mis. Ouais. Puis c'est les subventions gouvernementales et les revenus de ce compte-là qui vont être remis à l'enfant. Puis après ça, le parent peut choisir de soit mettre ça dans son REER, soit de donner ça à l'enfant, soit faire ce qu'il veut avec ces sous-là. C'est un véhicule d'épargne. C'est un peu comme un CELI ou un REER, dans le sens où ça peut être un compte épargne, ça peut être un CPG, ça peut être un FNB. Il faut que tu parles à ton conseiller financier et savoir, selon ta situation, c'est quoi la meilleure chose à faire. Bien, je voulais vous parler de ça parce que moi, j'ai fait mon testament, mais je n'avais pas ouvert ce REE. Penser aux études aussi, c'est quand même, tu dis, c'est pas tout de suite, cette affaire-là, mais déjà y penser, puis déjà peut-être accorder. Puis moi, je pensais, je suis comme, quand j'aurai de l'argent de lousse, j'en mettrai dans ce compte-là, mais... Est-ce que tu y penses pas, là? Mais non. Tu vas pas dire, j'ai un petit 200, je vais le faire. Ben oui, non, c'est un petit 5 $ automatisé, là. Je suis comme... ça aurait été simple à faire, 2-3 petites manipulations là, dans mon compte en ligne, puis ça aurait été réglé. Puis encore là, c'est ça, de le faire de façon automatisée, ça va sauver une charge mentale incroyable. Puis il n'y a pas de trop petits montants. On peut y aller selon notre réalité. Puis aussi, ce qu'on peut dire, souvent, les gens vont nous demander qu'est-ce que vous voulez comme cadeau. Encore une fois, on revient souvent à c'est pas sexy, mais voulez-vous contribuer au REE de mon enfant? Ça, c'est de l'argent qui va avoir le temps de fructifier sur plusieurs années. Fait qu'un don de 50 $ pour la fête de 1 an peut devenir un montant tellement plus élevé quand va venir le temps des études. Donc, ça peut vraiment valoir la peine. Ça peut être aussi quelqu'un dans la famille qui ouvre ce compte pour l'enfant où les gens peuvent nous donner l'argent, puis nous, après ça, on va s'assurer de le déposer. Donc, il peut vraiment avoir différentes façons d'y contribuer pour que l'enfant puisse en profiter. On va y aller avec une question du public parce qu'il y a des gens qui regardent. Là. Il y a un public, ils sont là, ils applaudissent, il y a un animateur de foule là-bas. Parce qu'il y a des gens qui écoutent ce contenu, qui ont des questions. Fait qu'on va répondre à leurs questions. Alors, je te la pose à toi, Béatrice, mais si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, Cassandra. Alors, on parle souvent des dépenses qui sont imprévues, du stress financier des premières années avec un bébé. Est-ce qu'il existe des outils ou stratégies concrètes pour mieux s'organiser en couple, éviter les conflits et réussir à épargner malgré tout? Idéalement, c'est d'en parler naturellement, d'en parler avant que ça devienne une source de conflit. J'en ai parlé, c'est pas sexy de faire un budget, mais ça aide vraiment. C'est juste de comprendre. Tu sais, on part avec cette idée que faire un budget, ça va être la chose, ça va prendre 5 heures, ça va être long, ça va être plate. On va avoir à chercher des chiffres de combien ça me coûte telle affaire.
c'est juste d'avoir un portrait global. Tu sais, on commence simple. Si un jour on a besoin d'aller dans le détaillé, chaque sou où il est, on ira là. Mais pour commencer, comme première étape, c'est de dire il y a combien d'argent qui rentre par année, par mois, par semaine, selon la façon dont on gère nos finances. Et après ça, combien j'ai de dépenses qui vont pas changer. Comme c'est combien coûte mon hypothèque, combien coûtent mes assurances. Ça, là, ça va jamais changer. Donc, j'ai combien de lousse pour le bonheur, pour l'épargne, pour ci, pour ça. On commence avec ça. Puis là, après ça, on va pouvoir aller dans le plus détaillé. Si on peut avoir accès à un conseiller financier qui va nous aider à prendre ces décisions-là qui sont difficiles, surtout si on est intimidé par les chiffres, puis c'est de voir justement selon la baisse de revenus, selon l'énergie, selon les responsabilités dans notre couple, dans notre famille, comment on gère le tout. Oui, puis de se rappeler aussi qu'on forme une unité, qu'on est comme une équipe, là, puis qu'on s'en va dans un but commun qui est de prendre soin de notre enfant, puis de prendre soin de notre famille. Fait que c'est aussi ça en fait partie, là, faire un budget, puis tout ça, puis mettre des paramètres, c'est aussi comme s'aligner dans la même direction, puis pouvoir travailler en équipe. Fait que c'est pas l'affaire la plus sexy, mais c'est quand même l'affaire qui peut contribuer à rendre notre relation plus sexy. Cassandra, si tu avais à... disons, à refaire les choses parce que tu as un deuxième enfant ou reparler à la Cassandra du passé là, qui était enceinte puis qui allait plonger dans cette aventure-là, à la lueur de tout ce que tu sais maintenant, ça serait quoi ton conseil financier pour survivre aux 2 premières années? Ben, je pense que vraiment, je me dirais de pas me mettre de pression, genre, puis de pas me comparer. Parce que d'emblée, je le fais pas, tu sais, de ma vie sur les réseaux sociaux, je me compare pas, je me mets pas de pression, tu sais, j'ai toujours acheté seconde main puis tout. Mais j'avoue, j'ai vraiment ressenti la pression avec mon premier enfant, cette charge-là, que tout soit parfait. Puis même que je me sentais comme si je n'étais pas une bonne mère si je répondais pas à toutes ces exigences-là. Fait que je me dirais comme, hey, si tu as un deuxième enfant, en fait, je me dirais, tu vas avoir un deuxième enfant. Puis je me dirais, c'est pas grave si tu fais sa chambre puis que l'enfant est rendu à 6 mois, tu sais. Oui. C'est vraiment chill. Mais là, est-ce que tu es en train de nous annoncer que tu vas avoir un deuxième enfant? Oui. Oui, je porte la vie. Félicitations! Merci! Donc, merci d'avoir partagé avec autant d'ouverture votre vécu personnel, votre expertise, puis qu'on puisse justement enlever ce tabou-là, puis en parler plus ouvertement. Et merci aux gens qui nous ont écoutés aussi, parce que vous contribuez aussi à justement ce qu'on soutient ensemble, puis à transmettre un legs financier à nos enfants, puis oui, être capable de survivre à ces 2 premières années-là, mais aussi au poids financier d'avoir un enfant. Fait que c'est correct de se poser la question combien ça coûte avoir un enfant. C'est pas une question taboue, c'est une question légitime qui nous permet d'être un parent responsable et prendre soin de notre marmaille qu'on aime tant. Également, un grand merci à la Banque nationale d'avoir rendu ce contenu possible. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette série fantastique où on démystifie tout ce qui est finances personnelles. Merci d'avoir été là. Et si jamais vous voulez pousser plus loin, parce que, comme Béatrice disait, chaque situation est unique. Il n'y a pas une solution qui est là pour tout le monde. Donc, je vous invite grandement à vous rendre sur le site bnc.ca, le site de la Banque nationale, ou juste vous rendre là, humainement dans une succursale et parler avec un ou une conseillère qui pourra vous accompagner dans votre parcours financier et familial.